Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de Web2Day, de cette formidable manifestation, de m'avoir invité et de me permettre donc de m'exprimer devant vous. Alors on m'a demandé, comme vient de vous le dire Simon, d'animer une session autour d'un certain nombre de concepts. Donc la convergence NBIC, le transhumanisme, la singularité, l'augmentation humaine. Voilà, donc moi, mon travail, ça va être d'introduire un petit peu ces concepts et d'animer en fait une table ronde qui aura lieu après avec les 3 intervenants qui vont suivre, à savoir Olivier Ezrati, Didier Kernel et Samuel Veyret. Donc je vous demanderai de réserver vos questions en fait pour la partie table ronde qui sera justement consacrée à la discussion et au débat. Alors moi, donc, comme l'a dit Simon, je suis ingénieur de recherche, je travaille à l'Institut des sciences de la communication, qui est donc un laboratoire affilié au CNRS, à l'Université Paris-Sorbonne et à l'Université Pierre et Marie Curie. Et je travaille plus spécifiquement dans un pôle de recherche qui s'appelle Santé connectée et humain augmenté, et qui est dirigé par un philosophe, Jean-Michel Beignet, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler ou lu des travaux. Alors voilà, donc voilà, moi je dis mon travail, ça va être d'introduire un peu les concepts, de débroussailler. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, d'autres sont peut-être familiers avec ces concepts. Je vais partir du principe que vous n'y connaissez rien et vraiment les aborder d'une manière très générale. Alors tout d'abord, la convergence NBIC, qu'est-ce que ça désigne? Donc c'est un acronyme, un NBIC, qui regroupe en fait, qui désigne 4 champs disciplinaires de la science. Donc on a le N pour nanotechnologie, le B pour biotechnologie, le I pour sciences de l'information, informatique quoi, et le C pour sciences de la cognition cognitique. Alors on constate de fait qu'il existe dans le milieu scientifique, il y a une fertilisation croisée en fait sur les plans à la fois conceptuels et technologiques entre ces différents champs de la connaissance. Les questions d'un champ peuvent être traduites dans un autre, les barrières d'un des champs peuvent être dépassées grâce aux méthodes d'un autre champ. Et alors bon, on peut donner quelques exemples. On pense d'une manière générale peut-être à l'utilisation de l'informatique dans la biologie pour modéliser, je sais pas, les processus par exemple qui ont lieu au niveau des barrières cellulaires, d'ailleurs que ce soit dans le cerveau ou ailleurs dans le corps. On peut penser aussi au contrôle de prothèses par la pensée, donc qui font croiser robotique, sciences de la cognition et neurobiologie. Voilà, il y a d'autres exemples. Un exemple assez célèbre, c'est le grand projet européen Horizon 2020, le Human Brain Project, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui se fixe pour objectif de modéliser par l'informatique un cerveau humain. Donc cette idée originale en fait, de convergence, qui est finalement un constat qu'on fait dans l'évolution des sciences, donc cette idée a été exprimée d'abord dans un rapport publié en 2003 par Rocco et Bainbridge et qui s'intitule « Converging Technologies for Improving Human Performance ». Ce rapport, et c'est assez intéressant de le noter, a été commandé par la National Science Foundation et le Department of Commerce américain. Et donc il a posé les bases scientifiques et programmatiques de ce qu'on appelle aujourd'hui la convergence NBIC dans les sciences. L'objectif ici, de cette convergence, donc, est de développer une compréhension intégrée et holistique qui va donc de la manipulation de la matière à l'échelle nanométrique jusqu'à la connaissance et la simulation des processus cognitifs de haut niveau qui ont lieu dans le cerveau. Les enjeux, alors, qui sont là aussi listés dans le rapport, c'est de mettre cette convergence au service de l'accroissement des performances, donc improving human performance, dans différents domaines qui sont listés dans le rapport, donc ils disent l'allongement de la durée de vie, la robotique, l'éducation, la santé et le bien-être, la communication, la créativité, etc., etc. Alors cette notion d'accroissement des performances renvoie au concept d'humain augmenté, d'augmentation humaine, qui est une traduction en fait approximative et contestable, on va dire, de l'anglais Human Enhancement, qui désigne en fait l'accroissement des capacités humaines par l'usage des technologies. Alors cet accroissement peut se passer sur plusieurs plans. Le premier est celui de l'humain en tant qu'individu, dont on va chercher à augmenter le corps. Alors ça peut être les capacités physiques, la force, l'endurance, la longévité.
Ça peut être des capacités cognitives, de concentration, de mémoire, de focalisation, aussi des capacités sociales, on va dire, de communication, d'empathie, voire même de créer de nouvelles capacités, comme la faculté de voir la nuit, la nyctalopie ou l'ubiquité, la possibilité d'être dans plusieurs endroits en même temps. Un second niveau, c'est celui en fait, de l'humain en tant qu'espèce. On va chercher cette fois-ci à augmenter l'humain, mais en tant qu'être humain. Et donc là, ça renvoie en particulier aux thématiques de contrôle de l'évolution, d'aller vers une évolution choisie, et de répartition plus ou moins égalitaire des technologies au sein de l'espèce humaine. Un autre concept donc, que je voulais vous introduire lors de cette conférence, c'est le concept de singularité. Alors, qu'est-ce que c'est que la singularité? C'est un concept qui a été popularisé par Raymond Kurzweil et qui désigne le point dans le temps à partir duquel, censément, les machines dépasseront en intelligence les êtres humains. Alors Kurzweil le situe aux alentours de 2040-2045. Voilà, à peu près. Alors, la notion elle-même en fait, de singularité est une métaphore qu'il emprunte aux mathématiques et à la physique, puisqu'en mathématiques, en fait, une singularité est un endroit où une fonction n'est pas définie, alors typiquement parce qu'elle diverge vers l'infini, et dont on ne peut pas connaître la valeur. Donc la métaphore consiste à dire qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce que va faire une intelligence supérieure à la nôtre, dans la mesure où on n'a que la nôtre pour juger. Voilà, donc c'est une singularité. Alors Kurzweil, qui a d'ailleurs été conseiller chez Google, a fondé l'Université de la singularité et se fixe pour objectif de préparer au mieux cette transition vers le futur dans lequel finalement les machines prendront les décisions à notre place. Il a regroupé un grand nombre de gens très intelligents qui réfléchissent à comment préparer donc, cette transition et faire en particulier que cette IA, cette super IA, en fait, ne nous soit pas hostile. Bon, alors, ce que je voudrais peut-être vous faire remarquer ici, en tant que philosophe, c'est que la singularité, la notion même de singularité, repose sur le présupposé réductionniste que la pensée, la conscience et d'une manière générale tous les mécanismes cognitifs de haut niveau sont en réalité des phénomènes émergents de l'interaction informationnelle qu'il peut y avoir entre un grand nombre d'entités. C'est-à-dire que ce ne sont pas des caractéristiques de l'espèce humaine ou du cerveau humain, mais voilà, finalement, on pourrait reproduire cette intelligence parce que ce n'est que l'émergence de quelque chose de plus fondamental qui serait juste, encore une fois, l'interaction informationnelle entre des entités en grand nombre. Et finalement, que ce soit des neurones ou des puces électroniques ou même des agents simulés par ordinateur, n'aurait finalement pas grande importance. Dernier concept que je voulais introduire, c'est celui de transhumanisme. Donc ça, vous en avez peut-être entendu parler, puisque les médias s'en sont fait l'écho à plusieurs reprises. Donc le transhumanisme, en fait, est un mouvement intellectuel, culturel et politique qui promeut l'usage des technologies pour modifier l'être humain, avec l'objectif, donc selon ses défenseurs, de l'améliorer ou de l'augmenter dans ses capacités donc physiques, intellectuelles et même morales, donc de réaliser cet humain augmenté, et également de prendre en main, que l'humain, grâce aux biotechnologies, puisse prendre en main sa propre évolution. Ça va être mieux avec le HF, d'accord. C'est mieux avec le HF ? On me dit que oui, ok. Le transhumanisme, oui, alors, donc le terme, et ça c'est assez rigolo d'ailleurs, le terme a été inventé, a été écrit pour la première fois par Julian Huxley, qui n'est autre que le frère de Aldous Huxley, le romancier et l'auteur du Meilleur des mondes. Donc en 1957, Julian Huxley, qui lui était biologiste, écrit un texte qui s'appelle New Bottles for New Wine, et dans lequel il parle donc de cette transition vers ce qu'il appelle un nouveau type d'existence. Donc ici, on voit que déjà chez Huxley, en fait, le préfixe trans du transhumain a une double signification.
à la fois comme transition, comme je viens de le dire, donc vers une étape ultérieure de notre évolution, qu'on désigne en général sous le nom de post-humain, mais aussi comme, bien sûr, comme transcendance, de dépassement de la condition humaine, donc encore une fois, par l'usage raisonné des technologies. Alors, la notion d'amélioration de l'humain n'est évidemment pas, ne date pas de Huxley ni du transhumanisme. Déjà, les Grecs anciens dans l'Antiquité avaient aussi cette notion d'amélioration qui, pour eux, était consubstantielle à la nature humaine. C'est-à-dire l'être humain devait, pour être humain, chercher à s'améliorer pour, en l'occurrence, se rapprocher des dieux. Les philosophes des Lumières aussi, bien évidemment, avaient cette approche mélioriste en fait, de l'être humain, que par le savoir, on pouvait s'éduquer, on pouvait en agrandissant ses connaissances, on devenait quelqu'un de meilleur. Et voilà, après, il y a d'autres racines, on va dire, historiques et idéologiques du transhumanisme, mais qui sont un peu moins revendiquées, mais qu'on peut retrouver néanmoins, par exemple, dans la philosophie cosmiste de la fin du XIXe siècle, donc là qui visait la libération de la condition humaine par la conquête de l'espace, mais qui parlait également à l'époque déjà d'extension radicale de la durée de vie. Et en fait, dans son acceptation moderne, on va dire, le transhumanisme s'est développé donc à partir de Huxley et dans le creuset intellectuel et libertaire que constituait la Californie des années 60-70, avec donc de nombreux penseurs, scientifiques et écrivains qui s'en sont emparés et qui ont eu une influence, consciente ou non d'ailleurs, sur le développement des idées transhumanistes. Alors depuis les années 80, le mouvement transhumaniste tel qu'on l'entend aujourd'hui se structure, notamment autour du philosophe et futuriste Max More, qui crée en 1988 la première revue transhumaniste, puis en 1991 qui crée l'Extropy Institute, qui accueille donc les premières conférences ouvertement sur le sujet du transhumaniste. Bon, ensuite, Bostrom et Peirce inaugurent en 1998 la World Transhumanist Association, devenue depuis Humanity Plus, et qui est maintenant dirigée d'ailleurs par la femme de Max More. Et voilà, au fur et à mesure, donc, depuis les années 2000, beaucoup d'autres associations voient le jour dans la plupart des pays développés. Mais alors, ce qu'on remarque quand même, c'est que si le mouvement s'étend géographiquement, ses fondations idéologiques en fait, tendent à se disperser. Et il existe donc de nombreux courants et variantes aujourd'hui du transhumanisme, qu'on nomme, alors il y a le post-humanisme, l'extropianisme, le social-futurisme, le technoprogressisme, le singularitarianisme, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, en fait, si tous ces mouvements partagent en fait, le désir d'améliorer l'humain par la technologie, ils ne s'accordent ni sur la finalité de cette amélioration, ni sur les moyens pour y parvenir. Et en fait, la vision originelle des pionniers du transhumaniste, qui était plutôt une vision libertarienne et individualiste, du type si j'ai envie d'augmenter mon corps, il n'y a pas de raison qu'on m'empêche de le faire. Donc se confronte aujourd'hui à une approche plus égalitariste, qui se pose des questions de répartition, d'accès, d'égalité d'accès aux technologies, et qui serait donc davantage concernée par les questions sociales. Alors, bien sûr, vous l'imaginez, tout ça pour le philosophe pose des questions éthiques, que je vais me contenter de survoler, puisque ce sera sans doute, on y reviendra sans doute lors de la discussion tout à l'heure. Voilà, mais j'en ai déjà évoqué quelques-unes. Par exemple, donc la question que je viens de dire sur comment s'assurer, par exemple, d'une juste répartition des technologies d'augmentation et d'éviter, par exemple, l'accroissement des inégalités qu'il y aurait entre des humains qui seraient augmentés et d'autres qui, par choix ou par incapacité matérielle ou cognitive, ne le seraient pas. Voilà, on est aussi obligé de s'interroger sur quelles conceptions de l'humain tel qu'il est aujourd'hui sont sous-jacentes à la volonté de progresser vers cet humain augmenté. Est-ce qu'on ne traduit pas ici une espèce d'insatisfaction de l'humain tel qu'il est, avec dans sa chair périssable et soumise à la corruption? Voilà. Et puis une dernière question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'on peut réellement confier à la technologie
qui, comme le soulignent de nombreux penseurs, est un facteur de reproductibilité, le soin de réaliser notre humanité. Je vous remercie de m'avoir écouté.